Il y a 150 ans, Victor Hugo écrivait « Les Misérables ». Les personnages créés par Hugo sont devenus des archétypes dans la mémoire collective. Mais Fantine, Marius, Cosette, Gavroche, Jean Valjean, Monseigneur Myriel ou Javert existent-ils toujours aujourd'hui? La misère et le bannissement social engendrent-ils des comportements similaires, quelle que soit l'époque? C'est ici, dans l'île de Guernesey, à Hauteville House, que Victor Hugo, alors en exil, mit en 1862 la touche finale à son œuvre maîtresse, Les Misérables. Vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 1862, Les Misérables est une des œuvres les plus lues et les plus adaptées dans l'histoire de la littérature. Plus de 50 versions pour le cinéma et la télévision. Le génie d'Hugo, c'est d'avoir démêlé les dilemmes humains engendrés par la misère et le bannissement, de s'être plongé sans détour dans la pénombre des âmes, au cœur du malheur des hommes. Ce livre, c'est l'histoire mêlée au drame. C'est le siècle. C'est un vaste miroir reflétant le genre humain pris sur le fait, à un jour donné de sa vie immense. Les Misérables crient l'insuffisance de l'amour. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Fantine était un de ces êtres comme il en éclot, pour ainsi dire, au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Tiffany a 21 ans. Comme Fantine, séparée du père de son enfant, elle n'a pas réussi à trouver les ressources pour élever son fils et en a perdu la garde. Si Tiffany n'est pas Fantine, qui elle en son temps a dû vendre son corps, ses cheveux et ses dents pour nourrir son enfant, elle vit néanmoins les mêmes dilemmes et se bat aujourd'hui pour récupérer son fils Matteo. C'est la fenêtre où dort mon fils tous les soirs et où de temps en temps je m'arrête devant pour être d'une façon un peu plus proche de lui. Il y a sûrement des choses que j'ai ratées et c'est pas facile à vivre. Avant, j'avais l'habitude de dormir avec lui, il dormait contre moi et depuis qu'on est séparés, je dors avec un coussin contre moi pour plus ou moins le remplacer. Ça paraît futile, mais sa présence me manque énormément. Abandonnée à l'âge de 12 ans par ses parents et placée en foyer, Tiffany va vivre une enfance chaotique et une adolescence écourtée, livrée à elle-même. À 17 ans, elle quitte le foyer, rencontre un garçon, s'installe un temps avec lui, puis s'enfuit car il est violent. Les services sociaux la placent dans un hôtel à Nice. Là, elle tombe amoureuse du veilleur de nuit. Elle a 18 ans, lui 53. Un an plus tard, le couple se sépare. Tiffany est enceinte. Le père refuse d'assumer la paternité. Il ne le reconnaît pas du tout. Il dit que ce n'est pas son fils et une procédure va devoir être engagée pour lui prouver par A plus B que, que c'est lui le père. Hein. Voilà. Qu'il le veuille ou non. Il faut dire aussi que j'ai pas vécu une grossesse normale non plus, dans le sens où quand on se prend, par exemple, un coup de sabot dans le ventre, qu'on se retrouve avec un hématome, qu'on vous empêche d'aller voir le médecin pour savoir si votre enfant va bien, faire les boutiques pour acheter les trousseaux nouveau-nés, tout ce genre de choses qu'une femme enceinte fait, tout ça, je l'ai pas fait. Enceinte, sans ressources, sans logis, Tiffany est recueillie par un couple d'une trentaine d'années. Très vite, la femme se révèle autoritaire, violente et maltraite Tiffany qu'elle utilise comme une bonne à tout faire. Pire, au moment de son accouchement, l'homme la convainc qu'il doit reconnaître cet enfant pour éviter qu'il ne soit placé à la DAS. Alors, on va dire brièvement qu'il y a eu des violences physiques. Aujourd'hui, ça ne se voit plus, mais j'ai eu les cheveux arrachés jusqu'à la racine, qu'il y a eu de la séquestration, qu'il y a eu une tentative de vol d'enfant, qui a été reconnue par un juge des enfants.
Et tout ça s'est achevé, je dirais, matériellement, le 30 janvier 2009, le jour où j'ai pris la fuite avec mon fils. Cette nuit-là, Tiffany, bouleversée, dépossédée, profite de l'absence du couple pour fuir. Elle est tellement perturbée qu'elle ne songe même pas à prendre Matteo avec elle. C'est le fils aîné, un adolescent de 15 ans, qui lui enjoint d'emmener son bébé. Traumatisée par cet acte irréfléchi, Tiffany tente aujourd'hui de comprendre. Ça s'explique par de la naïveté, par des blessures du passé, par une situation de faiblesse, qu'au moment de partir, vous êtes prêt à partir sans votre enfant, parce que votre fils a tellement été accaparé, qu'on vous a tellement remplacé dans votre rôle, que qu'on passe à côté, en fait. On passe à côté et quand c'est un gamin de 15 ans qui vous remet les pieds sur terre, vous tombez de très 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 haut. Vous vous dites, mais comment j'ai pu imaginer partir sans lui? C'est horrible. On se dit où c'est qu'elle est ma place, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À qui? À la misère. On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours. Il pèse sur la femme, c'est-à-dire sur la grâce, sur la faiblesse, sur la beauté, sur la maternité. On en découvre des choses aujourd'hui. Hein? Sans domicile et sans travail, Tiffany a perdu la garde de son enfant. Elle peut voir son fils 2 fois par semaine. 2 heures de promenade en compagnie d'une assistante sociale et d'une puéricultrice, comme le prévoit la loi. Il commence à dire maman, mais il comprend pas le sens du mot, donc pour moi c'est pas le vrai premier maman. J'aimerais qu'ils pensent tout le contraire de ce que je pense de mes parents aujourd'hui. Qu'ils se disent j'ai une maman qui m'aime, j'ai une maman qui s'est battue pour moi, j'ai toujours pu compter sur elle. Allô? Oui? Moi c'est tout, téléphone, cigarette, poussette. Ah ouais, non, mais... 3 choses en même temps. La boîte de pâtes, 3 choses en même temps. Oui. Ça va? Ouais. Oh, il dort, bébé. Ouais. Il a pas froid aux mains? Non, il est chaud. J'ai rencontré Tiffany à la maternité. Ma fille a accouché le même jour d'un petit garçon. Alors déjà, nous, on a vu Tiffany à la maternité avec des cocards, des yeux au beurre noir, des coups. Donc on s'est posé, mon mari et moi, des questions, mais on ne pouvait pas intervenir. Il y avait une dame à côté d'elle qui se disait de sa mère. Donc on ne pouvait pas intervenir, on n'avait aucune question et on ne pouvait pas se mêler de ce qui ne nous regardait pas. Ma fille Olivia a rencontré Tiffany quelques mois après. Elle était avec son bébé à l'hôpital Lanval. Et peu de temps après, on lui a pris son bébé, on a gardé toujours le contact. Et je sais que quand j'ai pas le moral, je peux toujours compter sur Thérèse. Elle est toujours là. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs et c'est pour ça que je lui ai demandé d'être la marraine de mon fils. Parce que pour moi, c'est... je veux que ça soit plus ou moins un exemple. Elle s'est trouvée dans des moments très, très, très difficiles, où elle n'avait plus le moral du tout, où elle pétait un peu les plombs. Hein. Je crois que... Et j'ai essayé d'être là au moment où elle avait besoin. Ma seule famille aujourd'hui, c'est mon fils. Maintenant, on peut avoir des amis très proches, comme c'est le cas de
de la famille de Thérèse. Tout simplement. Et le but, c'est de récupérer Mathéo. C'est la seule chose que je lui souhaite. Parce que la séparation d'une mère et d'un enfant, c'est la pire des choses. Moi, j'ai besoin de te faire reconnaître que j'ai souffert, que mon fils a souffert. Maintenant, le juge a entre ses mains un rapport psychiatrique qui dit notamment que je ne suis pas folle, que je ne suis pas un danger pour mon enfant. Un procès est en cours pour tentative de captation d'enfants. Tiffany se bat pour annuler la reconnaissance de paternité du faux père, à qui a été accordé légalement des droits sur Mathéo. Mais elle se bat aussi pour faire reconnaître Mathéo par son père biologique. Il y a la bataille de la paternité avec le faux père, la bataille de la reconnaissance du vrai père, la bataille de pas laisser ces gens s'en sortir impunément après ce qu'ils ont fait. Il y a la bataille de devoir récupérer mon fils. C'est dur, c'est une guerre. Bien sûr qu'un jour il va falloir que je lui explique ce qui s'est passé, pourquoi il a été placé, pourquoi il y a des choses qui sont marquées, qui ne sont pas normales dans son extrait d'acte de naissance, bien sûr. Le plus important pour moi, c'est que mon fils soit reconnu par son véritable père. Maintenant, après, s'il ne veut pas l'assumer, c'est son choix. De toute façon, je ne pourrai pas le forcer. Mais quand Mathéo sera en âge de comprendre, on pourra lui demander des comptes. Attention tes pieds. Ouais. C'est trop fort. Tiens, regarde, petit caillou. Tiens. Quand on verra que je suis bien tranquille, on dira « il faut lui donner son enfant ». En 1861, Victor Hugo fait construire cette pièce, le Lookout, où il aimait à écrire debout, face à l'océan, comme le capitaine d'un navire. Une pièce qu'il disait lui-même étouffante en été, glaciale en hiver. En créant le personnage de Jean Valjean, Hugo s'aventure au cœur de l'homme blessé, d'un bagnard n'ayant connu que la violence et la froideur de la justice. De cet être meurtri, ivre de revanche, il va faire un saint. Jean Valjean, c'est l'histoire d'une rencontre et d'une rédemption. Je ne suis pas un ange, je ne pense pas que je le serai jamais, mais j'ai toujours essayé de ne pas nuire aux autres, même si parfois il m'est arrivé en prison d'utiliser contre les autres la plus extrême des violences. Mais c'était la seule façon, à des moments de ma vie en prison, de me protéger, et parfois de protéger les autres. Milko Paris a 43 ans. Condamné en 1984 à 15 ans de prison, il sort 11 ans plus tard et se consacre depuis à aider ses semblables. Je me suis toujours rendu compte que tout ce que je faisais de bien me nourrissait, et tout ce que je faisais de mal me détruisait. Donc il était évident que donner aux autres, protéger les autres, participer à des actes de construction m'enrichissait, me consolidait dans mon humanité, c'était évident. Et j'en tirais, dans la souffrance carcérale, comme lorsque j'étais enfant, j'en tirais un bien-être, et je le ressentais immédiatement dans mon corps et dans mon esprit. Pour moi aussi, ça a été une rencontre, même si pas trop évident pour un directeur de prison ou un ex-directeur de prison de dire qu'il y a aussi possibilité de faire des rencontres avec des personnes détenues. Pour moi, ça a été aussi une rencontre. Il est vrai que sa personnalité, son intelligence, sa sensibilité, son analyse, ses capacités de réflexion, le souhait qu'il avait émis
d'évoluer et de se tourner maintenant positivement vers la sortie, ont fait que c'est quelqu'un dont j'ai pu apprécier le contact. Et c'est quelqu'un dont j'ai assez rapidement senti la crédibilité, la fiabilité. C'est-à-dire que s'il s'engageait à quelque chose, il était capable de le tenir. Ce qui pouvait le distinguer des autres, à mon sens, c'est de n'être pas dans une critique systématique du système. C'est quelqu'un qui a une grande indépendance d'esprit, quelqu'un qui effectivement n'appartenait à aucun clan dans la prison. C'est un solitaire. J'habitais dans une petite ville ouvrière. La vie familiale, ce n'est pas très bien passé. La vie s'est passée entre rupture, violence et parfois émerveillement dans les forêts ardennaises. Un seul moment de mon enfance qui a été le plus beau pour moi, c'est à l'âge de 10 ans, lorsque j'étais placé dans un orphelinat, aux orphelins apprentis d'Auteuil. Et ça a été plus d'une année extraordinaire où j'ai reçu des sœurs qui avaient en charge cet orphelinat. Beaucoup d'amour, de tendresse que je n'avais pas reçu enfant. Et je me suis rendu compte à cette époque qu'il y avait eu un processus de violence en moi qui avait germé. Cette année et demie passée dans cet orphelinat avait aussi fait germer et grandir en moi une part d'humanité, quoi. Et c'est entre ces deux choses, la violence et l'humanité, que j'ai grandi. Après les orphelins d'Auteuil, on m'a replacé dans ma famille. J'ai fugué. J'ai été repris, la police, replacement dans un foyer. C'était des foyers pour jeunes délinquants. Et là, je peux parler de vengeance. Je suis entré dans un processus de violence et de délinquance. Donc j'avais fait le choix. Quand j'avais 15 ans et demi, j'ai effectivement été un leader. Quand on est dans un processus de délinquance extrême et qu'on a des armes, on n'a peur de personne et de rien. Suite à un certain nombre d'attaques à main armée et d'un crime auquel j'ai participé, pour lequel j'ai été condamné, le crime n'était pas prémédité. C'était un crime pour lequel j'ai été condamné seul. Je ne peux pas en parler en détail, puisque la condamnation, je la porte seul. Ce que je peux dire et que j'affirme, même si j'ai accepté de porter ce crime, je ne l'ai pas commis. C'est important que je le dise et le redise, mais ça fait partie aussi de ma façon d'être. Je pense que j'aurais pu arrêter ce crime si j'avais été beaucoup plus fort psychologiquement et physiquement. Je ne l'ai pas fait. Donc j'ai porté cette condamnation, ce crime, et je le porte et je le porterai toujours sur ma conscience. Je vis avec, je mourrai avec. Je suis rentré à 18 ans en prison. Pendant ma condamnation et après ma condamnation, je n'ai pas cessé de subir la violence d'une partie des surveillants qui me détestaient, puisque j'avais à plusieurs reprises participé à des mouvements de rébellion. Le système carcéral m'a forcé à devenir ultra violent. C'est soit je me suicidais, soit justement je balançais à l'administration pénitentiaire des personnes. Moi j'ai choisi une troisième voie, c'est l'indépendance, et j'ai utilisé effectivement l'extrême violence contre des détenus. Cette violence dont il était capable faisait qu'il inspirait le respect au sens premier du terme, c'est-à-dire une mise à distance des autres vis-à-vis de lui-même. Ce qui était intéressant chez Milko Paris, c'est la lucidité sur lui-même. Moi, je pense qu'il avait un QI très nettement supérieur à la moyenne. Et il avait surtout une qualité d'honnêteté tout à fait de droiture, tout à fait remarquable, et qui se sentait au premier abord. Quelqu'un qui ne nie pas les faits, c'est quelqu'un qui les reconnaît, c'est quelqu'un qui les assume, et c'est quelqu'un qui assume aussi les conséquences de ses actes. Milko Paris, quelque part, c'est un seigneur.
Il ne le doit pas à ses origines, il le doit à ses qualités intrinsèques et particulières, mais ça, je savais par sa visiteuse que c'était quelqu'un de bien, qui était très seul et qui avait besoin qu'on l'aide. La prison, on a toujours besoin de... On ne peut pas être seul en prison. Et Milko, il avait besoin de tomber sur quelqu'un d'intelligent. C'est pour ça qu'il fallait qu'il trouve un bon directeur. Et c'est pour ça que je me suis débrouillé. J'ai rencontré qui il fallait pour qu'il soit affecté dans une prison avec Michel Saint-Jean comme directeur. C'est ça le plus grand service que je lui ai rendu. C'est de lui donner la possibilité de rencontrer Michel Saint-Jean, qui pouvait être pour lui un père. Moi, j'étais pas une mère pour lui, j'étais un conseiller. Donc ces deux personnes, les premières années de ma détention, m'ont consolidé dans mon humanité, quoi. Parce que la relation que j'avais avec eux était totalement fondée sur la gratuité. Et forcément, ça a changé mon regard. À partir du moment où je suis libéré, au bout de ces 11 années, j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout faire. Ce que je souhaitais, c'est justement me servir de mon expérience. J'avais une volonté, une détermination farouche à casser le processus qui amène des enfants en prison. Mais je voulais montrer que sur une détermination avec un projet pédagogique qui avait une vraie exigence, le projet c'était de rénover des anciens moulins à l'huile dans l'arrière-pays niçois, ou des bergeries qui se trouvaient dans les montagnes vers Isola, qui étaient abandonnées. Mais à chaque fois que je parlais du projet, on me disait on en a plein les tiroirs, et puis c'est pas vous qui allez nous donner des leçons. De là où vous venez, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que je me rendais compte que mon passé pesait très lourd, et je me rendais compte aussi, au fur et à mesure, de la défiance, du bannissement qui s'installait, quoi. Et à chaque fois, on me disait mais de toute façon, qui va gérer l'argent ? Cette désocialisation au quotidien, qui est récurrente, omniprésente, justement enlève sans cesse quelque chose d'humain. Parfois, il m'arrive d'avoir de belles rencontres et de les refuser ou de ne pas participer à des dîners parce que je n'ai pas envie qu'on me pose des questions et je n'ai pas forcément envie de révéler mon passé. Je n'ai pas envie qu'on me juge plus que je n'étais jugé et que je ne me juge moi-même. Libération n'est pas délivrance. On sort du bagne, mais non de la condamnation. Je me suis dit aussi que j'avais un devoir de réparation et de m'opposer aussi quand je le pouvais et que c'était nécessaire aux profondes injustices que traverse notre société. Confronté en prison à la misère du sida, Milko Paris s'est engagé au sein de SIDAction tout en continuant d'animer son association Banc Public qui aide à la réinsertion des personnes détenues. Il sentait indistinctement que le pardon de ce prêtre était l'assaut le plus grand et l'attaque la plus formidable dont il eût encore été ébranlé. Une lutte colossale et décisive était engagée entre sa méchanceté à lui et la bonté de cet homme. Je crois que Valjean ne peut pas en vouloir à Monseigneur Myriel parce qu'il l'a accueilli et il l'a bien accueilli. Il lui a piqué ses trucs, ça, il fait son métier de type qui fauche. Et ensuite, quand cet évêque le sauve en disant « non seulement je lui ai fait cadeau de tout ça, mais il a oublié les chandeliers », il faut reconnaître que Jean Valjean n'est pas habitué à ça de la part des humains, il y a de quoi le secouer. Et donc on comprend le choc de conscience que ça lui fait. Mais j'ai connu des gens qui ont vécu des choses de ce genre-là. Moi j'ai entendu les confessions les plus inimaginables que vous pouvez imaginer, et je n'ai pas du tout eu le sentiment que je n'étais pas à ma place, qu'est-ce que je fais là, comment endurer ce que j'entends. Non, je me disais peut-être qu'à sa place j'aurais fait pire. C'est pas la violence qui aura le dernier mot, c'est l'amour.
Donc c'est des gens comme Martin Luther King, comme Gandhi, qui sont capables donc de pardonner, quelle que soit la situation. C'est ça qui est la lumière. Et c'est de la lumière qu'il faut partir. Où est la vie? La vie est de ce côté-là. J'étais dans des mines d'or en Afrique du Sud. On descendait à 4 km de profondeur et on trouvait de la pierre qui contient 8 grammes d'or par tonne. Eh bien, j'ai envie de vous répondre, l'amour, c'est pareil. On va en trouver 8 grammes dans une tonne d'indifférence, mais c'est cet or-là qui nous intéresse. La prison m'a détruit. Elle ne m'a pas brisé, elle m'a détruit. Donc forcément, la prison a fait que il a toujours été difficile pour moi de construire ma vie intime, d'avoir une vie sociale normale. Je me suis toujours posé la question, si demain je rencontrais la femme de ma vie et avec laquelle j'aurais envie d'avoir des enfants, qu'est-ce que je pourrais dire à mes enfants? Qu'est-ce que je pourrais lui dire à elle? Qu'est-ce que je pourrais dire à sa famille? Ça a toujours été compliqué pour moi de m'engager sur une relation avec une femme, dans la mesure où je me suis toujours banni de ça. J'ai fait le choix, en canalisant mon énergie, de l'amener vers quelque chose de positif, pour construire. Cette force que j'ai en moi, c'est une vraie rage, c'est une vraie révolte, et je l'amène vers quelque chose de beau, parce que j'ai une exigence d'élévation. Ça n'a rien de religieux. Je pense qu'il y a en moi quelque chose qui peut être qualifié de spirituel, une volonté d'avancer de manière initiatique, avec une vision du monde qui n'a aucune frontière. Je vous l'ai dit déjà, ma ligne d'horizon, c'est la steppe. Et je ne supporte pas qu'on m'empêche de travailler, je ne supporte pas qu'on m'empêche de faire, je ne supporte pas qu'on m'empêche de protéger ou d'aider. Et il est vrai que je suis sur une ligne de crête en permanence et que j'ai la capacité opérationnelle demain de commettre des actes extrêmement violents, de reprendre une carrière dans le banditisme. Ça ne me pose aucun problème intellectuel. Je le refuse intellectuellement, mais je sais que j'ai cette capacité de nuire qui pourrait être encore plus féroce qu'auparavant. C'est-à-dire que la confrontation à des gens comme Milko Paris vous font savoir que l'être humain a cette part maudite, cette part de mal, cette part de criminalité au sens large en lui, mais que toute sa dignité, tout l'honneur de l'être humain, toute la beauté de l'être humain, c'est aussi de savoir contenir cela et finalement de le sublimer et de le mettre au service des autres. Nul n'eût pu dire ce qui se passait en lui. Pour essayer de s'en rendre compte, il faut rêver ce qu'il y a de plus violent en présence de ce qu'il y a de plus doux. On eût dit qu'il hésitait entre deux abîmes, celui où l'on se perd et celui où l'on se sauve. Allô, bonjour, c'est la Croix-Rouge du 1er 2e. Je voulais savoir si on pouvait passer et à quelle heure. Ça va. Ça va bien, et vous? Ça va bientôt, je sais pas c'est qui. Ça va les jeunes? Ça va, ouais. C'est bien. Oui, voilà, on est prêts. On va vous préparer tout. Pas de problème, on vous a préparé tous les sandwichs. Ouais, normalement, il y a un peu. Génial. Vous avez des petits sachets? On va les mettre là-dedans. Voilà, on va mettre les viennoiseries là-dedans, c'est ça? Ouais. Très bien. Voilà. C'est votre ami Pierre qui nous a appris ça. C'est l'idée de Pierre. De pâtisserie, là. C'est un génie, Pierre. Je vous ramène les baguettes qu'il nous reste. Ah, c'est chouette, on a pas mal. On vient d'un pays qui s'appelle le Liban. Et le Liban, c'est un pays qui a eu la guerre.
Et on sait ce que ça veut dire donner aux pauvres. Ne vous inquiétez pas. Nous, on est Croix-Rouge, on n'est pas la police. Mathieu a 18 ans. Il est étudiant dans une école de commerce et mène la vie courante d'un garçon de son âge, entre études et soirées avec les copains. Comme Marius dans Les Misérables, Mathieu est interpellé par l'injustice de notre société et comme Marius, il désire ardemment changer les choses. Et il y a peu de gestes qui sont vraiment gratuits. C'est quelque chose qui me frappe vraiment dans la manière dont je vois le monde aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment qui est-ce que je veux devenir. Je sais ce que je ne veux pas devenir, en tout cas. Ce que j'ai pas envie de perdre, c'est, je pense, cette sensibilité et ce regard que je peux avoir aux gens. Et c'est cette envie d'aller vers les autres, et c'est ça que j'ai pas envie de perdre. Le personnage de Marius dans Les Misérables, c'est un personnage intéressant, puisqu'il renonce à tout un confort et il renonce à un cadre. Il était destiné à être une certaine personne et il renonce à tout ça pour être une autre personne. Et c'est un idéaliste convaincu et oui, qui pousse à l'extrême son raisonnement. Non, je crois pas au grand soir, aux barricades et je pense pas que la Kalachnikov permet de rendre le monde meilleur. Non, j'y crois pas. Je pense que ce qui est vraiment profond, c'est ce renversement des valeurs et qui se fait et qui est apolitique en fait. Chaque vendredi, Mathieu réserve sa nuit à s'occuper des autres, à aider ses semblables au sein de la Croix-Rouge. Il n'hésite pas d'ailleurs à entraîner ses amis, surtout des jeunes filles, sur ce chemin difficile. De plus en plus de laissés-pour-compte envahissent les rues des grandes villes. Ces gens seuls ne parlent plus à personne, s'excluant ainsi encore plus du champ social. Mathieu, Mathias. Allons-y. Après chaque maraude, un débriefing est de rigueur. C'est quand même le lapin. Il est à minuit et demi, je suis parti, c'est possible ou pas? Alors on se dépêche. Oui. Débrief. On a eu des soirs plus, on a eu des soirs moins. Là où elle est dans la norme, en fait, c'est qu'on ne sait jamais si la personne en face de nous va parler ou pas. Il y a des gens qui vont nous parler pendant des heures, il y a des gens qui vont jamais nous parler, et qui un jour vont nous parler, comme là, Sylvain, celui qui parlait de l'alcool, plutôt qui parlait de quand il y avait pas de ce qui arrivait quand il n'y avait pas d'alcool. Ouais, il fait peur, il impressionne un peu au début. Ouais, mais surtout quand il a son regard méchant, quand il nous snob, et là pas du tout en fait. Vraiment, il s'exprime. Tu sais, la dernière fois, j'avais bien aimé justement parce qu'il était super distant, un peu méchant et tout. Genre, il me remballait un peu. Et à la fin, il a dit je suis content quand même que vous soyez venus. Ça faisait vraiment trop plaisir. Genre. En plus, il y a ce contact, souvent on touche les gens, c'est quelque chose d'assez difficile aussi quand même malgré tout. Mais pareil, moi je suis hypersensible aussi. J'ai un peu. Généralement, après, les 2-3 jours après, je suis bien. Mais bon, ça, c'est un peu le truc cliché de dire oh là là, moi je suis là avec mes chagrins d'amour et tout. Il y en a qui n'ont pas à manger. Bon, c'est un peu. Mais moi, le truc, c'est que. Je pleure souvent aux maraudes, mais je pleure souvent d'émotion parce qu'en fait, je trouve que les gens, ils sont tellement formidables, ces gens-là. Enfin, après, il faut pas non plus tomber dans l'extrême de dire parce qu'ils sont pauvres ou je sais pas quoi, qu'ils sont plus géniaux que tout le monde. Mais globalement, je trouve que c'est des gens super riches et c'est plus que ça me fait une ouverture d'esprit, en fait. C'est un peu aussi hypocrite de dire parce qu'on a fait une maraude, on se rend compte de la misère. On est plus au contact de la misère. Je veux dire, on est au contact de cette misère quotidiennement. Je veux dire, c'est parce que nous, on a fait le choix de s'en rapprocher humainement. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que comme dans n'importe quelle forme d'humanitaire, il y a des carences. Et ça, voilà, là, je suis à chaud. Je vais avoir le temps d'y réfléchir, etc. C'est vachement dur, je trouve, le rapport à des gens comme ça, parce que t'es entre vouloir les aider sincèrement et je sais pas, te prouver quelque chose. J'espère qu'on fait pas ça ici pour se glorifier nous-mêmes. On le fait sûrement tous un peu pour se déculpabiliser. C'est bizarre, en fait, entre trouver le truc qui est vraiment de l'ordre de la pure générosité et ce qui est de l'ordre de la satisfaction personnelle. Il y a des fois où on se demande qu'est-ce qu'on peut faire tout court.
Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et dans les deux cas, c'est insupportable. Enfin, oui, c'est insupportable de se dire qu'on peut pas, qu'on est complètement limité parce que alors c'est parfois parce que la personne n'a pas envie, c'est parfois parce que on n'a pas les moyens nous-mêmes de le faire. Des fois, on nous demande rien, mais on sait qu'on voudrait faire quelque chose et qu'on n'est pas capable de le faire. Mais des fois, c'est un petit peu difficile de se dire que... Mais bon, comme on sait, alors il y a des gens à qui on va être complètement inutile ou pas assez utile, et il y a des gens à qui on va être très utile, qui vont avoir un grand sourire. La personne qu'on a rencontrée, d'origine roumaine, Félix, je crois, qui nous parlait, la première fois qu'il nous a vus, c'était... On arrivait sur Terre, on était une apparition divine, et c'est ça vaut toute une maraude de voir quelqu'un qui sourit comme ça. Il était à cette saison de la vie où l'esprit des hommes qui pensent se compose, presque à proportions égales, de profondeur et de naïveté. Derrière vivre de peu, il y a vivre de rien. Ce sont deux chambres. La première est obscure, la seconde est noire. Il y a 150 ans, Victor Hugo stigmatisait avec justesse la misère de son temps. Mais la misère de son temps n'est pas celle de notre temps. Et pourtant, certains de nos contemporains, aujourd'hui, survivent dans une détresse absolue. Les Roms viennent de Roumanie. Ils vivent de travaux saisonniers et de mendicité. De plus en plus, ils quittent leur ville d'origine et s'installent en Europe de l'Ouest, car ici c'est mieux que là-bas. Régulièrement, ils sont refoulés par la police et doivent repartir vers l'Est. Mais ils reviennent sans cesse. Leur dénuement témoigne aujourd'hui de ce qu'Hugo appelait une damnation sociale. Un ordre qui accable les pauvres et réduit les faibles au lieu de les sauver. Chaque matin, les enfants du camp, Alex, Adeline, Denisa, partent retrouver Roberto sur la ligne du RER pour glaner quelques sous. Roberto ressemble à Gavroche, un enfant insolent et charmant, livré à lui-même, ni malheureux ni revanchard, qui chaque jour lutte pour survivre. J'étais même pas à l'école, rien du tout. Aujourd'hui, j'ai appris à dire bonjour. L'autre jour, j'ai appris à dire ça va. Comme ça, j'ai appris le français. Et j'ai arrivé à parler français parce que j'avais la tête, j'étais, comment ça s'appelle? J'étais obligée à apprendre le français. J'ai ma vie à 14 ans, j'ai fait même comme plus un grand, à 50 ans. Bon courage, bon voyage, bon week-end, ce que tu m'as dit, s'il vous plaît. Mon père, il travaille.
Ouais, ils chantent dans le métro, dans les RER. Ma mère aussi, il fait la manche. T'as des frères et sœurs? Ouais, 3 frères et 2 sœurs. Avec moi, on est 6. Par contre, on est beaucoup là. On fait la queue pour prendre un train. Et si tu prends, après, il y a les polices qui étaient là, ils t'arrêtent de faire la mendicité. Et tu attrapes et pour mettre dans une garde à vue. Ouais. Et après, ils te laissent partir tout le temps comme ça. T'as déjà été en garde à vue? Ouais. Combien de temps? Ah, beaucoup. Beaucoup? Ouais. Ah, j'étais même 30 fois à garde à vue. 30 fois en garde à vue? Ah, plus. Partout. Parce que nous, quand on fait la manche, dans les RER, il y a des gens qui sont malades. Ils disent, ah, entre chez toi, parce que toi, t'as pas le droit à faire la manche parce que t'es mineur. Après, je dis, hey, écoute-moi bien, toi, t'as un travail, vous avez tout. Vous dormez dans un appartement, tout ça, conditions, il fait chaud tout le temps, vous n'avez pas maladie, rien. Vous avez à manger, vous avez l'argent, mais nous, on n'a pas. Nous, on reste là-bas dans le lac. Les caravanes, on a problème avec les polices. On n'a pas mangé, on n'a même pas de l'eau, on n'a rien du tout. Pour prendre de l'eau, il faut que tu marches 1 kilomètre. Pour que tu prennes de l'eau et tu rentres. C'est dur la vie, tout le temps. C'est dur. Donc t'aimerais retourner à Timișoara? Ouais. Et puis revenir faire le taxi ici? Ouais. La voiture, à moi, c'est comme un vélo. À 18 ans, moi, la première fois, j'ai pris le permis. Tu peux voyager avec lui partout. Messieurs, dames, par contre, nous, on est 10 fêtes. On habite dans une caravane à Massy-Palaiseau. L'autre côté, Coran, en face des Citroën. Par contre, messieurs, dames, sur nous, sur les caravanes, il y a la grippa. Même la grippe aviaire aussi, une grippe mexicaine, ça compte pas. C'est pas grave. Alors, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez une petite pièce? Si ça dérange pas, une petite carte bleue, parce que comme ça, on va devenir riche. Carte bleue American Express. Merci beaucoup. Un petit peu de musique, tous, on fait la musique, messieurs, dames. Mais parce qu'avec ça, on a grandi. Merci beaucoup. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Salade tomate, salade tomate, salade tomate. Allez, Mike, t'as dit, on s'en chante. Viața mea de vagă, bota schimbată. Nici nu pot și nici nu vreau să trăiesc fără să beau. Mademoiselle, te Mademoiselle, on prend les bisous aussi, même dans les bouches, même par la bouche. S'il vous plaît, on repart la monnaie, mesdames, messieurs. Tu vas pas laisser le Merci, madame. Ainda chance. Merci beaucoup. يا حبيبي انت نصيبي les gens ils sont pas là. C'est bon, il y a la crise, ils ont vu. On est dans le même. Allez-y. Bonjour, mesdames, messieurs. Attention à la marche en descendant du train. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour. Mais il était joyeux, parce qu'il était libre. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. C'était la joie, la splendeur, la richesse, le bonheur qui apparaissait dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide. Charlotte a 29 ans, elle est mariée et mère de 2 enfants. Rien ne distingue en apparence cette jeune femme de beaucoup d'autres. Mais Charlotte a été, à l'âge de 6 ans, arrachée à ses parents et placée en famille d'accueil. Une mère dépressive, un père alcoolique mais qui jamais ne fut violent, sont la raison de son placement.
Charlotte n'était pas malheureuse pour autant, et ses parents l'aimaient. La séparation va se révéler terrible, et le destin de Charlotte va basculer d'un coup. Comme la Cosette des Misérables, la petite fille va connaître l'enfer. J'étais un beau bébé bien joufflu. Je faisais 4,10 kg d'ailleurs à la naissance. Ensuite, bon, bah, c'est des photos de moi. Donc voilà, ça c'est mon papa, avec moi. Là aussi. Là, je devais avoir 3 ans, environ. C'est encore moi et mon papa. Donc il y a mon papa, ma petite sœur, hein, moi et ma grand-mère paternelle. Ouais, mon papa c'était la douceur, il me racontait des histoires, je me souviens de ça. Puis il était drôle. Et donc là c'était un an avant le placement. Là j'avais 4 ans, pareillement. Donc on peut voir que j'avais l'air heureuse, hein. Comme dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs j'étais heureuse et ça se voit sur les photos. J'ai été placée en famille d'accueil à l'âge de 6 ans. C'est vrai que ma maman était dépressive, mais elle ne m'a jamais battue, j'étais heureuse avec elle. Donc on nous a enlevés à ma mère et on nous a placés en famille d'accueil, ma sœur et moi. Pensant que cette famille d'accueil allait nous aider à nous reconstruire, allait nous apporter du bien, et au final, c'est plutôt dans ma famille d'accueil que j'ai été détruite. Parce qu'on a vécu l'enfer pendant 10 ans. Moi j'avais 6 ans quand j'ai été placée, et ma petite sœur elle en avait 3. Et en fait, on a été battus pendant les 10 années, on a été placés là-bas. Peut-être pas la première année. Il me semble que la première année, ça se passait pas trop mal. Puis là, j'ai des photos quand j'étais placée. J'avais 11 ans, je crois. Donc on voit bien le regard triste. D'ailleurs, je crois que je venais de me faire disputer juste avant. Mauvaise, méchante, diabolique. Une sorcière. Du lever jusqu'au coucher. On n'était rien. On était Charlotte et Jessica que je garde. On me rémunère pour ça. Qui sont pas grand-chose vu que... Enfin voilà, parce que mon père est alcoolique, ma mère dépressive. Donc en fait, on ne valait totalement rien. On était des objets. Et comme ils nous traitaient comme des objets, ces enfants faisaient de même. Même eux étaient méchants avec nous, en fait. Il faut bien comprendre que c'était des coups, des humiliations et des tests. Elle testait, juste pour nous frapper. Est-ce que j'ai mis du sel dans ton assiette? Je goûte, est-ce qu'elle a mis du sel? Est-ce qu'elle a mis du sel? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, il n'y en a pas. Eh ben si, il y en a. Et puis, elle m'a rajouté 3 tonnes de sel et il fallait que je mange. C'était juste pour me faire du mal. Elle était méchante. Vraiment, c'était de la méchanceté. Des fois, je me demande si j'ai rencontré quelqu'un d'aussi méchant qu'elle depuis. Franchement, je crois pas. Moi, je me rappelle qu'à l'époque du collège, je prenais mon bus à 7h40. Il fallait se lever, déjeuner, s'habiller, nanana. En plus, je devais balayer le salon. Je devais nettoyer les WC plus le lavabo. Et notamment si j'avais le malheur de mal essorer l'éponge. Je nettoyais le lavabo avec du sif. Si j'essorais mal l'éponge, elle m'appelait et elle me l'essorait dans la bouche. C'était tout, mais tout était contrôlé en fait. C'était obsessionnel, elle contrôlait tout. Je me lavais les dents, j'avais laissé de l'eau dans le gobelet. Elle remplissait le verre d'eau, elle m'appelait, elle me le balançait à la figure. Mon lit, je l'avais fait, c'était pas assez bien fait, il fallait que ça soit au carré de façon militaire. Donc elle me virait tous mes draps, je devais tout recommencer. Du coup, je partais souvent à 7h38 de la maison pour avoir mon bus à 7h40. Et j'avais pas le droit de courir, parce que si je courais pour aller prendre mon bus, je me ferais frapper en rentrant. Donc au bout de la rue, je marchais, dès que j'arrivais au bout de la rue, je courais pour avoir mon bus. Tout le monde se foutait de ma gueule. Excusez-moi, mais tout le monde se foutait de moi. Vous voyez courir tous les matins, habillée n'importe comment, parce qu'elle faisait exprès de m'habiller n'importe comment pour qu'on se moque de moi. Quoi que je fasse, je pouvais me prendre une claque, me retrouver la tête contre les murs. Tout, elle allait jusqu'à vérifier nos selles. C'est-à-dire que je rentrais de l'école, et en plus, je devais même aller aux toilettes à une heure précise, en rentrant de l'école. Et si je faisais pas, je me faisais taper. Et elle vérifiait si c'était constipé, comment c'était. Un jour, elle m'a pris la tête, elle m'a foutu dans les cuvettes des toilettes. Et elle vérifiait que je m'étais pas touchée, en fait. Masturbation, c'est quelque chose d'horrible. Et donc, du coup, elle ouvrait mon sexe. Enfin, elle regardait si c'était pas rouge. Ouais. Ça a commencé à l'âge de 8 ans. Tu serais une putain, que j'étais trop moche, que personne ne pourrait jamais m'aimer, que j'étais une souillon. D'ailleurs, elle m'appelait pas Charlotte, elle m'appelait souillon. Ma petite sœur, c'était Cosette, par contre, c'est le contraire. Et c'était tout le temps pour rien, en fait. Pourtant, on était des petites filles modèles. Franchement, hein, tous ses amis, tout le monde disait « Oh, qu'elles sont mignonnes, ces petites. Qu'elles sont mignonnes, ces petites. » Je pense que ça a dû l'agacer, je sais pas. Alors, elle faisait la même chose avec votre petite sœur? Ouais, elle lui a même ouvert l'arcade sourcilière. Parce que ma sœur lui a pas répondu, elle prenait son bain, et ma sœur lui a pas répondu à une question, elle l'a balancé contre la baignoire.
Elle pissait le sang et elle l'achetait avec un jouet. Tu diras rien, je vais t'acheter un joli jouet, etc., etc. Et les éducateurs, ça les a même pas fait tilter, quoi. C'était le point où on allait pour aller à la ferme. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Oui, je veux bien, oui. Ça, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain, c'était chaud. Mais on dormait ensemble, on n'avait pas le droit de se parler. On n'avait pas le droit de s'embrasser, ma petite sœur et moi. Pas le droit de se tenir la main. Elle essayait de nous séparer, en fait. On n'a pas le droit de jouer ensemble. Soi-disant, le psychologue du CAE avait dit, le CAE, c'est Centre Action Éducative, avait dit qu'il fallait que ma petite sœur se détache de moi. Pour remplacer trop la mère et qu'il fallait donc qu'elle se détache de moi. Donc l'école, c'était un refuge. Moi, j'étais heureuse à l'école. Donc on travaillait très très bien à l'école. Donc les institutrices se rendaient compte de rien. Et jusqu'à ce qu'on commence à parler, ma petite sœur et moi, en fait. Qu'on commence à se confier aux institutrices. Mais on s'est confié à une institutrice en particulier. Il y en a une autre qui avait remarqué, mais qui n'a rien dit. Mais on voulait pas qu'ils en parlent. On savait très bien que les éducateurs ne le croiraient pas. De toute façon, nos éducateurs adoraient la famille d'accueil. C'était... même si les institutrices étaient intervenues, ils ne l'auraient pas cru. Nous, on se serait fait massacrer. L'objectif final d'un placement, c'est quand même que l'enfant revienne auprès de sa famille. Ils n'ont rien fait dans ce sens-là. C'est ma mère de côté, mon père de côté. Et voilà, ils nous ont gardés en prison, quoi. Cosette était rouée de coups, cela venait de la femme. Cosette montait, descendait, lavait, brossait, frottait, balayait, courait, trimait, haletait, remuait des choses lourdes et toute chétive faisait des grosses besognes. L'idéal de l'oppression était réalisé par cette domesticité sinistre. En plus, il y avait ça, elle supportait pas qu'on aime nos parents. C'était hallucinant. Elle estimait qu'on n'avait pas le droit d'aimer nos parents, en fait. Vous vous rendez pas compte de ce qu'ils vous ont abandonné, ils savent pas s'occuper de vous, ils s'occupaient pas de vous. Et moi, qu'elle nous disait, et moi, je vous nourris, je vous blanchis. Il y a aucune reconnaissance, qu'elle nous disait tout le temps. Aucune reconnaissance. Je sais pas, elle aurait fallu être reconnaissante des coups qu'elle nous mettait tout le temps, des insultes. En fait, ouais, la première fois qu'elle nous a fait manger notre vomi, on revenait de chez mon père. Et soi-disant, on avait mangé trop de chocolat chez lui, donc c'est pour ça qu'on avait vomi. Donc c'était bien fait pour nous, on allait goûter le vomi, comme ça la prochaine fois on vomirait plus. On a mangé notre vomi à la petite cuillère. Elle me forçait à dire des choses méchantes à ma mère. Il fallait que je dise à ma mère que je voulais plus la voir, qu'elle m'avait abandonnée. Et si je le faisais pas, elle me frappait. Ou elle me faisait faire ce qu'elle appelait de la gymnastique. Des flexions. Mais elle me laissait faire pendant des heures, jusqu'à ce que je m'écroule de fatigue. Et quand ma mère venait nous chercher, je devais faire un bisou froid à ma mère. Jamais j'ai pris ma mère au moment où tu m'as manqué. J'avais pas le droit. Elle m'aurait tuée, elle m'aurait frappée. Je n'avais pas le droit. Parce qu'en fait, elle voulait pas perdre son gagne-pain. Si jamais je me rapprochais trop de ma mère, et que finalement, ils nous laissaient repartir avec ma mère, elle perdait son gagne-pain. Et vous savez que quand ils n'ont pas d'enfants... En fait, quand les enfants partent de chez eux, le temps qu'ils n'ont pas un autre enfant à garder, ils sont pas payés. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur la plage de son enfance? En fait, c'est comme si je la découvrais pour la première fois. En fait, j'y viens libérée d'elle. Quand j'allais avec elle, c'était l'angoisse. Et là, je me l'approprie en fait. Tu es la peau? Je me l'approprie en fait. C'est comme si je reconstruisais mes souvenirs. Je les rends plus beaux. Ma maman n'avait pas beaucoup de sous. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, en fait. Je tenais particulièrement à cette poupée. Je crois qu'elle me l'a offert à l'âge de mes 7 ans. Quand je suis partie de ma famille d'accueil, elle ne me l'a pas rendue. Elle n'a jamais voulu me la rendre. C'est la chose à laquelle je tenais le plus, elle me l'a pas rendue. Pourquoi? Parce que c'était ma mère qui me l'avait offert.
Et moi, en fait, j'ai souvent pensé à cette poupée. Pendant très longtemps, il y a 3 ans, j'étais sur Internet et je suis tombée sur cette poupée. Et c'était pratiquement la même que la mienne. C'était franchement presque la même. Et je l'ai offert pour ma fille, en fait. Voilà. Elle a des moments d'énorme tristesse encore. D'énorme tristesse. Elle est... en fait, c'est difficile extérieurement de le saisir. Elle pourrait mieux en parler que moi. Elle a des moments où elle tombe dans un gouffre, quoi, où elle se sent morte. Elle ne se sent plus exister. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément des images de son passé qui ressurgissent. C'est presque inconscient, en fait. C'est un état prégnant en elle qui fait que il y a des moments où elle est dans des états de désespoir profond, quoi. Ouais, d'être rien. Je croyais que j'étais morte, en fait. Je me disais souvent que j'étais morte et que pour sortir de ma tombe, de mon enfer, il fallait que je traverse le ciel pour sortir. Des fois, je me disais que j'étais dans le coma et que je rêvais de tout ça. Je me disais que ça ne pouvait pas être possible. C'est tellement dur, c'est tellement... Je comprenais pas. Enfin, franchement, je me disais que j'étais morte. Enfin, j'avais revu un des psychologues qui nous avait suivis, qui m'a dit « Mais Charlotte, tu sais, quand on grandit, on voit pas les choses telles qu'elles se sont réellement passées. » Comme si ça avait été un rêve. Non, c'est pas un rêve, non. C'est pas un rêve et je veux bien le revoir par moi-même, qu'elle a bien existé. Et heureusement qu'il y a des gens autour de moi, ma petite sœur et d'autres personnes qui ont vu la même chose que moi, parce que ce psy a essayé de me faire croire que c'est moi qui réinventais tout. C'est pas le cas. Je sais bien ce que j'ai vécu. C'est là en moi, à chaque instant. La souffrance et l'angoisse ne m'ont jamais quittée pendant ces 10 années. Et encore aujourd'hui, je suis encore anxieuse. C'est quelque chose dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et ça me vient de mon passé. Quand vous vivez 10 années avec l'angoisse et la peur, ça vous colle à la peau. Il semblerait que vous ayez subi des abus. Oui, des abus sexuels, oui, de la part de son fils. Donc moi j'avais 8 ans, donc lui il en avait... À l'époque quand ça a commencé, il devait en avoir 13 alors. En général c'est lui qui demandait si on avait le droit de regarder la télé avec eux là-haut dans la chambre. Et là il fallait que je le caresse. Et ça jusqu'à mes 15 ans. Et plus tard, à l'âge de 14 ans, il m'a demandé des choses pires. En fait, il y a le viol. Mais le viol, comme je l'ai écrit un jour, vous êtes passive. Vous laissez faire, à la limite, vous vous détachez de votre corps. Moi, je me détachais de mon corps. Mais quand on vous demande de faire une fellation, par exemple, et de regarder, en plus, c'est pas pareil, c'est pire. Ça, vous êtes active. C'est vous qui faites. Mais ça, sa mère ne le savait pas, par contre. Et ouais. Et au final, des fois, je me dis, les maltraitances physiques, c'était dur, mais j'arrive à en parler. Tandis que ça, c'est beaucoup plus difficile. Quelque chose qui encore dans ma vie de tous les jours me perturbe. Enfin, ça va mieux, mais qui m'a carrément détruit ma vie sexuelle pendant très longtemps. Et mes relations avec les hommes, bien entendu. Je ne supportais pas qu'un homme veuille me désire, ni même qu'il me touche. Et j'ai toujours l'impression que les hommes me prenaient pour un objet à cause de ça. Et encore aujourd'hui, alors que je suis mariée, ça m'arrive encore de penser. Et en même temps, c'est l'amour qui m'a sauvée à travers les livres que je lisais. Quand j'étais petite, je lisais des contes de fées. Le prince charmant venait sauver la princesse malheureuse mais vertueuse. Et j'ai toujours vécu là-dedans. Et je me suis toujours dit que je m'en sortirais grâce à l'amour. Qu'il fallait que je reste bonne et qu'un jour je serais récompensée pour tout ça, que je rencontrerais quelqu'un qui m'aimerait. En fait, mon mari, je suis la première pour lui. Et alors ça, je pense que c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et il voulait se réserver pour la femme qu'il aimerait jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Je pense que c'est ce qui a fait qu'avec lui, j'ai pu guérir, en fait, de ça. Et tant qu'avec avant, j'ai pas eu beaucoup non plus d'expérience avant, mais ça se passait très très mal. Mais avec lui, non. Parce qu'en effet, c'était pur. Il n'y avait pas cette notion de corps, de sexe. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis restée bonne. Parce que la violence, ça n'amène à rien. Même si j'ai vécu tout ça, j'ai souffert, j'ai pas envie de le reproduire sur les autres. J'ai envie d'aimer, d'être aimée maintenant. La violence, enfin, la souffrance, la violence, le rejet, j'en veux plus. Je l'ai trop subi. Les humiliations, tout ça, je l'ai trop subi. Maintenant, je veux donner. Et je veux qu'on me prenne comme je suis. Je veux pas être fragile, en fait. Être fragile, c'est me rappeler ce que j'ai été. Avant. Fragile, sous les ordres, un robot. À me laisser dominer. Et je veux plus de ça, c'est fini. Donc maintenant, je veux la force, je veux plus la fragilité. Quand je la ressens, ça me fait bizarre.
15 ans ont passé depuis le jour où Charlotte a quitté sa famille d'accueil sans pouvoir emmener sa poupée. Elle décide aujourd'hui de revenir sur son passé et de tenter d'avoir une conversation avec la femme qui l'a élevée pendant 9 ans. Est-ce que votre femme est là? Oui. C'est la femme? Lise. Oui. C'est son mari? Oui. Vous avez pas reconnu? Non. Je me sens pas bien, j'ai le cœur qui va bien. C'est normal. Ouais. Bonjour. Bonjour madame. Tu te souviens de moi? Pas du tout. Si tu me regardes un peu plus. Toujours pas? Parce que moi, je t'ai pas oublié. L'enfant de la DAS ou... L'enfant de la DAS, ouais. Comment elle s'appelait, l'enfant de la DAS? Je sais pas. Charlotte. C'est Charlotte. Oui. Ah ouais. Oui. Je suis passée par là, je voulais te parler en fait. Je voulais C'est la fête des mères, alors tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Je veux des explications. Ah, écoute. La fête. Non, je veux des explications. Gendarmes, moi, si tu viens ici pour m'emmerder. Je veux avec des explications. Oh, ça va, hein. T'as la conscience trop lourde? Oh, ouais. Oui. Ah, fais quoi? Vous avez dit, hein? Ouais, c'est bien. Hein. Je fais quoi, je ressonne? Reste là. Ça va. Son mari. Bonjour Alain. Ouais, c'est pas venu pour me foutre la merde. Alors, je veux pas. Non, on ne parle pas avec tout ce qu'il y a eu, s'il te plaît. Allez. D'accord, donc je dis juste une dernière chose. Je ne veux plus rien entendre. Excusez-moi, monsieur, je vous connais pas. Je dis une dernière chose. Je voulais lui demander des explications pour guérir de ce qu'on a subi. Maintenant, si elle ne veut pas... Si elle ne veut pas ma guérison, je suis en train d'écrire un livre, Alain. Eh ben, écris un livre. D'accord, ok. Mais c'est déjà en route, hein. On est passé par les gendarmeries, on est passé par tout ce qu'il fallait. Oui, je sais, c'est moi qui lance tout ça. Nous aussi, on est passé. Pourquoi vous êtes passé par la gendarmerie? Par tout. Ah oui, bah vas-y, appelle-les, ça m'arrangerait moi-même. Appelle-les. Vous allez chez vous. Mais c'est bien. Pourquoi tu ne veux pas me dire pourquoi tu nous as frappé toute mon enfance? On vous a jamais frappé. Alors attendez, ça va. Et le vomi à la petite cuillère. Moi, je t'oublierai jamais. J'espère que tu te souviendras toujours de mon visage. Qu'était-ce que les Thénardier? C'étaient de ces natures naines qui, si quelque feu sombre les chauffe par hasard, deviennent facilement monstrueuses. Il y avait dans la femme le fond d'une brute, et dans l'homme l'étoffe d'un gueux. Ouais, elle porte un poids énorme sur les épaules. Et quelquefois, par son côté exubérant et vivant, elle arrive à s'en décharger, justement. Mais moi, j'aimerais qu'elle vive un peu plus dans le présent, et elle a du mal, en fait. Enfin, bon. Par rapport à Camille, qui maintenant commence à être en âge où, bon, elle a 10 ans, elle comprend beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a aussi surtout le fait que Charlotte se voit aussi à travers sa fille. Elles ont eu un rapport fusionnel depuis le plus jeune âge, toutes les deux, qui fait que maintenant, il y a beaucoup d'interrogations de la part de ma femme sur Camille, comment elle va grandir, avec une mère pareille. Enfin, bon, dans ces moments-là, elle se dénigre beaucoup. C'est pas trop dur, Camille? Non. C'est bien parce que t'as des chaussons au pied. Qui sont très dans la culture. Oui, pardon. Et donc, il lui achète régulièrement des livres, il en emmène régulièrement. C'est quoi les livres qui t'ont... Ah oui, mais Les Misérables. Ils ont acheté Les Misérables. Je me souviens pas. Oh, patient. Je crois qu'il y avait le chien qui est sur le canapé, tout le monde. Le chien, oh, il y est. J'ai haï le monde et je m'en suis isolée pendant très longtemps. Et maintenant, c'est le contraire. J'ai envie d'aimer le monde, d'aller vers lui. Parce que j'ai rencontré aussi des gens fabuleux sur ma route. Des gens qui m'ont apporté beaucoup et j'ai pris conscience que la seule chose dans ce monde qui vaille la peine, c'est l'amour. C'est la seule chose qui vaille la peine. C'est mon chemin de vie, en fait, l'amour. J'en fais, même peut-être trop, hein. C'est ma ligne de conduite.
Avec l'invention du personnage de Javert, l'impitoyable policier des Misérables, Victor Hugo met en scène avec génie la confrontation de l'homme et du droit, le choc formidable entre l'application de la loi et le trouble de l'âme. Par cette rencontre, Hugo fait de Javert un paradigme, une clé centrale de son œuvre. Et le hasard a fait que j'ai rencontré un vieux monsieur, qui est toujours vivant, et qui m'a dit « Je pense que tu es fait pour ça, c'est le plus beau métier du monde ». Moi, je pensais qu'on devenait un peu flic, un peu comme les notaires, quoi, de père en fils, que c'était une charge. J'ai dit, bon, peut-être, vous êtes sûr? Il me dit, si. Et il m'a inscrit au concours et bon, j'ai réussi. J'avais 21 ans. C'était magique puisque j'ai ressenti quelque chose qui m'a envahi et j'ai compris que j'étais fait pour ça, quoi. Pierre Folacci est un policier d'exception qui a la réputation d'aller au bout des affaires. Commandant, adjoint au chef de la brigade de la répression du banditisme, la célèbre BRB de Marseille, pendant 16 ans. Son action et son palmarès lui vaudront d'être fait officier de la Légion d'honneur dans le cadre de ses fonctions. Comme Javert, Pierre Folacci est un honnête serviteur de la loi. Et comme Javert, il va rencontrer au cours de son trajet de policier ce qu'Hugo désigne comme une immense difficulté d'être. Un événement qui va profondément bouleverser son regard sur la justice et la vie. En 1999, je suis chef d'un groupe d'enquêteurs de la brigade de répression du banditisme. Et le 26 juin, bon, il se passe une affaire au départ peut-être banale pour la région. C'est une évasion par hélico. Il y en a eu quelques-unes déjà. Mais tout de suite, ce fait divers spectaculaire et dramatique, au cours duquel 3 évadés de la prison des Baumettes ont été interpellés. C'était cet après-midi dans les environs de la maison de détention. Les 3 hommes qui avaient fui par hélicoptère ont été appréhendés après avoir été blessés par balle. Les preneurs d'otages du pilote d'hélicoptère sont un couple, un homme et une femme. Donc c'est atypique, c'est la première fois qu'on voit ça, je crois, enfin du moins dans mes souvenirs. Il y a ça qui est particulier. La deuxième chose, c'est qu'il y a 5 évadés. Patrick Guillemin est un braqueur solitaire. Un homme à la personnalité singulière. Incarcéré aux Baumettes en 1998, il se lie d'amitié avec Jean-Louis Raphaël, un caïd marseillais qui lui procure de la nourriture. Instrumentalisé par le sens de l'amitié et le respect de la parole donnée, Patrick Guillemin va se retrouver à organiser seul cette spectaculaire évasion. Pour nous, gens du Nord, c'est évident que les voyous, c'est Marseille, quoi. Marseille, c'est Chicago, et les garçons sont des hommes, quoi. Donc je suis monté sur Marseille, comme ça, et le premier vrai délit que j'ai fait, j'ai braqué pour déjà pour voir si j'étais capable de le faire. Avant d'être... J'avais une image très naïve, moi, du voyou. Pour moi, c'était comme dans les films, comme dans les romans, quoi. Il y avait un parrain, une famille, je cherchais une famille quelque part. Disons que j'ai été adopté à l'âge de 6 mois par une demoiselle qui était, disons, quelqu'un de très strict. J'ai toujours été en pension, dans les écoles privées, les écoles de curés, comme on dit. Le directeur de l'école, à l'époque, avait dit à ma mère que je m'étais fait un ami, Gérald Delallement, qui n'avait pas plu à ma mère. Enfin, je l'appelle même, c'est ma mère, de toute façon, parce qu'elle disait qu'elle ne me mettait pas à l'école pour me faire des amis, mais pour travailler. Donc finalement, comme j'ai changé très souvent d'école, j'ai pas d'amis d'enfance, aucun ami d'enfance. Jean-Louis, c'est quelqu'un que j'ai connu en prison, qui a fait un petit geste pour moi, parce que c'était un Marseillais, très Marseillais, quoi. Survêtement blanc, beaucoup de gestes quand il parlait. Moi, j'appelle ça les 5 doigts, 6 bagues, les chaînes, etc. Et quand je suis sorti du cachot, eh bien, dans ma cellule, il y avait un colis de victuailles. Et ça m'a beaucoup touché. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute Jean-Louis, si jamais un jour tu as besoin de quelque chose, bah, je serai là, tu peux compter sur moi. Toujours ce déficit d'affection a fait que finalement, je crois que je me suis inventé un ami pour le sauver. Et il en est mort finalement. Patrick Guillemin a tout planifié.
D'abord se poser dans la carrière afin d'équiper les patins de l'hélicoptère avec un harnais pour faciliter l'évasion. Puis laisser son épouse regagner Marseille et récupérer les enfants. On est monté dans l'hélicoptère et on est parti. À un moment, ma femme m'a tapé dans le dos parce qu'elle avait reconnu les repères, reconnu la carrière. À ce moment-là, j'étais en train de parler avec le pilote, je l'ai braqué, je lui ai dit descends. Après, ma femme est partie. Je suis parti avec le pilote. Il était terrorisé. Terrorisé. Quand il a compris qu'on allait au Baumette, il m'a dit mais on peut pas, il y a des filins, ils vont nous tirer dessus. Je lui disais mais non. Et finalement, c'était le Vietnam quand on est arrivé. Jean-Louis et plusieurs de ses compagnons se sont accrochés aux deux cordes. J'avais mis des sangles pour qu'ils puissent s'accrocher. Et puis l'hélicoptère a commencé à monter. C'était très lourd. Il avait beaucoup de mal à monter. Le pilote avait vraiment gardé son sang-froid. On a reçu une rafale de coups de feu, puisqu'il y a eu un peu 32 ou 34 coups de feu quand même, des 4 Miradors. Moi, j'ai pris une balle dans l'épaule. Je ne sentais plus mon bras. On est reparti sans savoir que Jean-Louis pendait en dessous, parce qu'il était toujours accroché au harnais. Et je suis revenu vers la carrière. Arrivé ici, ça a été l'affolement, quoi. Tout le monde criait, j'essayais de les rassurer, de calmer tout le monde, parce que le pilote avait très peur quand même. Le pilote avait peur que, comme c'était le seul qui m'avait vu vraiment, je pense qu'il avait peur que je le tue, quoi, finalement. C'était vraiment pas dans mes intentions, de toute façon. Et quand on est parti, il a décollé, il est parti tout de suite, sans savoir qu'il avait toujours Jean-Louis pendu en dessous. On est monté dans une voiture, la fameuse voiture en règle, puisque je n'avais pas réussi à avoir de voiture volée. J'avais trouvé un endroit où se planquer une chasse gardée. On y est allé. Je suis sorti de la voiture. Et à ce moment-là, les autres n'ont pas voulu rester là parce que c'était trop près, ils sont partis. L'enquête a démarré véritablement dès le premier jour. On est parti du véhicule dans lequel les trois évadés ont été repris et à l'intérieur duquel ils se trouvaient. C'était une voiture qui n'était pas signalée volée, qui appartenait au serveur d'un restaurant de La Ciotat. Donc il nous a dit qu'il avait prêté sa voiture à un client du restaurant dans lequel il travaillait, qui faisait hôtel également. Ce client et son épouse sont là depuis une dizaine de jours dans cet hôtel, qui sont accompagnés de 2 enfants en bas âge. Donc en grattant toujours cette piste-là, qui était la bonne piste, on apprend que donc le couple et les enfants ont fait pas mal d'activités, la plage, etc. Que le couple, une fois, est allé faire de la plongée sous-marine et qu'ils ont demandé au serveur de l'hôtel, du restaurant, s'il connaissait une babysitter. Donc la babysitter, on l'a identifiée, on l'a entendue, elle nous a dit, oui, effectivement, donc elle a conforté le signalement du couple, nous a un peu plus parlé des enfants, et la babysitter nous dit, mais je sais, les enfants m'ont dit qu'ils étaient allés à Aqualand. Donc on est allé à Aqualand, là on a eu un petit déclic, c'est qu'à l'entrée de ce centre de vacances, il y a une statue en plâtre, la statue du capitaine Crochet, et puis il y a le photographe officiel de ce centre qui prend toutes les familles devant le capitaine Crochet. Ça fait un joli décor, ça fait des photos souvenirs. On présente ces photos à la babysitter qui nous reconnaît le couple à la 300e photo, elle nous reconnaît le couple. Donc on avait la photo de l'auteur du braquage de l'hélico, donc l'auteur de l'évasion, de sa femme et des 2 enfants. Mais il n'y avait pas de nom. Moi, personnellement, ça ne me disait rien. Ça disait rien à beaucoup de gens dans la brigade. Et puis, il y a un enquêteur de chez nous qui dit, mais je le reconnais, c'est Patrick Guillemin, puisque je reconnais aussi les enfants, etc. Bon, je sais que... Et parce qu'il avait arrêté quelques années avant, très peu de temps avant, pour un braquage. Et qu'il avait mis à la maison d'arrêt des Baumettes. Donc, Patrick Guillemin est identifié, sa femme aussi. On ne savait pas où il était. Toute sa vie tenait en 2 mots.
veiller et surveiller. Il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueux au monde. Il avait la conscience de son utilité, la religion de ses fonctions. On se ressemble un peu, les voyous et les flics, la manière de fonctionner, la manière de penser, de voir les choses. C'est pour ça qu'on peut s'apprécier parfois, même si on fait des choses fondamentalement différentes. Et donc, il était plutôt bien perçu. Bon, c'était pas un type qui avait une mauvaise réputation, pas un type mystérieux quand même, qui était vraiment en marge, quoi. Si la police a identifié Patrick Guillemin, elle n'en a pas pour autant retrouvé sa trace. L'homme est en cavale, mais en marge du milieu, donc difficile à pister. Et certains pensent qu'il est déjà loin. L'été passe, la pression retombe, les inspecteurs sont sur d'autres affaires. Pierre Folacci, lui, ne baisse pas les bras. Il place des sonnettes, fait mettre des lignes sur écoute et reprend l'enquête minutieusement. Fin août, début septembre, la BRB capte une conversation téléphonique entre une femme et un membre de la famille Guillemin. Cette femme, c'est Véronique, la femme de Patrick Guillemin. Là, on dit, bon, ils sont toujours dans la région, alors là, on est excité, bien sûr, non pas pour le mettre en prison, c'est pas ça, mais parce que on arrive, le fil est bon, le fil qu'on a tiré est bon, et on sent qu'on est presque au bout. Mais où il est, on savait pas. Donc on a pensé aux enfants. Comme on savait c'était un type, c'est là où il était atypique, proche de ses enfants, qui était toujours en famille. On s'est dit peut-être qu'il a inscrit les enfants à l'école. Et on a une réponse, suite à une réquisition à l'inspection académique. Les enfants sont scolarisés à telle école à Aix-en-Provence. J'ai pris la moto et je suis vite monté à Aix pour voir si c'était bon et si on voyait quelque chose. J'arrive bien avant la sortie c'est 16h30 en principe. Je vais devant cette petite école et personne, aucun parent, j'attends. Puis les parents commencent à arriver, j'avais le cœur qui battait. J'ai dit, est-ce qu'il va venir, est-ce que je vais voir quelque chose? Je vois les enfants sortir. Et les 4 s'en vont tranquillement. Alors je leur fais un petit brin de filoche à pied. Et puis après, bon, ils arrivent dans une zone pavillonnaire, très tranquille. Donc je dis, bon, j'ai pas risqué de me faire griller et j'arrête. Et le lendemain, on a monté un petit dispositif autour de l'école. Ils étaient postés dans un coin de rue. Et au moment où je suis passé, j'avais un enfant sur l'épaule et l'autre à la main. Quelqu'un m'a arraché mon fils sur l'épaule et a pris mon autre fils que je tenais par la main. Et ils m'ont tout de suite menotté. Et voilà comment j'ai rencontré Pierre Folacci. Les enfants pleuraient, c'était un peu dur. Et on lui a demandé où il habitait. Il nous a amenés tout de suite. Donc c'était un hôtel meublé qui était à proximité. Quand on est arrivé, je crois me souvenir que sa femme était à la fenêtre, elle attendait sa famille qui revenait. Donc elle nous a vus, elle a compris. C'est un petit peu enfermé au départ, mais après avoir discuté. Une fois la famille Guillemin arrêtée, Pierre Folacci doit ramener tout le monde à l'hôtel de police de Marseille. Un dispositif léger a été imaginé. Devant, un premier véhicule avec les enfants et leur mère. Derrière, une voiture conduite par Pierre Folacci emmène Patrick Guillemin, encadré par 3 policiers. En entrant dans ce métier, j'étais plein de certitudes. Chevalier blanc, etc., le bien, le mal. Et ce métier m'a appris à ne plus avoir de certitude. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance. D'abord, j'ai vu qui il était. Il y a des choses qui ne trompent pas dans le regard d'un homme, je pense. Je me suis fait avoir parfois. Je me ferai avoir encore sur ce genre de petits détails. Mais globalement, ça marche. On se trompe peu sur les gens, on peut se tromper, mais tant mieux. Ça prouve qu'on est vivant. Et les 2 enfants avaient une forme de casquette et masque en même temps de Donald. Et Patrick Guillemin nous l'a dit par la suite. Quelques jours avant, il avait amené sa famille à Euro Disney. Pourquoi ils regardaient? Parce que derrière, il y avait ma voiture, dans laquelle il y avait leur père donc sur la banquette arrière. Et nous aussi, on avait le tampon et le gyrophare. Les enfants, bon, 5 ans, 3 ans, c'est sûr qu'ils étaient contents. Ils avaient oublié déjà l'épisode de l'interpellation. Et ils étaient heureux.
Et là, j'ai regardé dans le rétro de ma voiture, et donc Patrick qui était derrière, il avait les pinces dans le dos, et il regardait ses gosses et il pleurait, quoi. Il pleurait en silence, quoi. Il sanglotait pas. Putain, je l'ai regardé et là, j'ai pas été fier de moi. Je me suis dit, tiens, enculé. J'ai pas l'habitude d'avoir des états d'âme sur les gens que j'ai pu arrêter. Mais là, il y avait un truc, j'ai eu l'impression que j'avais fait quelque chose. Je me suis senti coupable, quoi. C'est curieux, hein. Je l'aurais pas relâché pour autant. Mais bon, la fête était gâchée. Quoi? Un honnête serviteur de la loi pouvait se voir tout à coup pris entre deux crimes. Le crime de laisser échapper un homme et le crime de l'arrêter. Que le chauffeur de l'ordre, que le mécanicien de l'autorité monté sur l'aveugle cheval de fer à voie rigide puisse être désarçonné par un coup de lumière. Que l'incommutable, le direct, le correct, le géométrique, le passif, le parfait puisse fléchir. Qu'il y ait pour la locomotive un chemin de Damas. Il reconnaît les faits, il reconnaît son rôle. Bon, il a fait ça par amitié pour Jean-Louis. C'est l'explication qu'il donne, en tout cas, hein, et que je crois parce qu'il y a des accents de sincérité. Mais l'enquête va nous montrer, la poursuite de l'enquête va nous montrer que c'est ça, que c'est pas pour autre chose. À la fin de la garde à vue, Pierre Folacci m'a demandé si je voulais prendre une douche. J'ai dit évidemment, bien sûr, après 40 ans de garde à vue, c'était vraiment sympathique. Et il m'a enlevé les menottes, il m'a emmené à la douche. Mais en m'enlevant les menottes, il m'a dit « tu feras pas le con ». Et à ce moment-là, il m'a enchaîné plus que si il m'avait laissé les menottes, parce que je lui ai dit non. Et je suis quelqu'un de parole, pour mon plus grand malheur, c'est cette affaire-là. Et il m'a emmené à la douche, et il y avait une fenêtre ouverte. Et je me suis pas senti de le trahir. J'étais là, j'étais derrière la porte, il y avait quelqu'un en bas, sous la fenêtre, pas n'importe quoi, mais il m'a donné sa parole, j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. On a dû placer les enfants à la DAS, puisque la famille Guillemin, étant dans le Nord, ne pouvait pas redescendre le temps de la garde à vue, et puis il n'y avait personne pour s'en occuper, en fait. Donc on les a placés à la DAS, on a dû le faire. Et le 14 octobre, j'ai un de mes enfants, c'était l'anniversaire d'un de mes enfants. Pierre Folacci y est allé pour leur apporter des jouets, pour lui apporter des jouets. Et le 20 novembre, c'est l'anniversaire de l'autre, et il a fait la même chose. Quand vous êtes au fond d'un trou, au fond de l'isolement et tout, c'est des gestes qui vous touchent quand même énormément. C'est vrai que je suis allé un peu les voir, là où ils étaient, leur amener des petites choses. Puis peut-être j'avais besoin d'y aller aussi, c'est pour ça que je l'ai fait. Sous couvert de faire plaisir aux enfants, peut-être que je me suis fait plaisir à moi aussi. Et à Noël, pour le jour de l'an qui suit, je reçois une lettre au bureau, donc à la brigade, de Patrick Guillemin. Une lettre où il me dit je te souhaite une bonne année pour toi, ta famille, etc. Et merci pour ce que tu as fait pour mes enfants. Alors j'ai dit comment il a su. Je lui réponds. Donc, et puis il y a une correspondance qui a commencé entre nous. Mais au bout d'un moment, Pierre Folacci et Patrick Guillemin vont d'un commun accord mettre un terme à leur correspondance, car des deux côtés, ils vont vivre une sorte de bannissement. En prison, parler avec un policier, c'est être une balance. Et pour un policier, fréquenter un détenu, c'est forcément chercher à faire des affaires. Comme si les deux hommes tentaient de vouloir franchir une limite invisible, une frontière interdite. Bon, je suis cité et là, il me pose des questions, non pas sur l'enquête proprement dite, ou sur la manière de faire, non pas sur la culpabilité de Patrick dans les faits, qui était reconnue, démontrée, reconnue par lui-même, mais sur mon sentiment sur l'homme. J'ai donné mon sentiment, mais j'ai dit non, il n'a pas fait pour l'argent, parce que l'enquête me l'a montré. Personne ne l'a aidé,
Il n'avait pas un rond quand on l'a interpellé. Il a galéré pendant sa cavale et ça a été établi. Mais l'accusation voulait montrer que, en fait, c'était le banditisme marseillais qui avait épaulé, qui avait organisé cette évasion. Quand on organise une évasion, on vole une voiture, on sait voler des voitures. Patrick Guémin ne savait pas, c'est pour ça qu'il emprunte la voiture au serveur. Donc je l'ai dit à la barre. Je l'ai dit, oui, bien sûr. Pour moi, c'est uniquement l'amitié et le sens de la parole donnée qui a fait qu'il a pris 10 ans en appel. Je ne dis pas qu'il a pris 10 ans grâce à ma disposition, certainement pas, mais ça lui a fait gagner 4 ans et c'est important. Il est sorti le 22 août 2008. Dès sa sortie, on s'est revus. Il est venu voir à Marseille. Je suis allé le voir à Paris. On se téléphone. Et puis il s'est marié. Alors il s'est marié au mois d'avril, je crois, ouais, 2009. Et il m'a demandé d'être l'un de ses 2 témoins de mariage. Alors j'ai dit oui. Témoin à charge, témoin à décharge, témoin de mariage, c'est rigolo. Heureusement qu'il peut y avoir des craquements dans l'immuable. Les méchants, les bons, les méchants, les gentils. Je suis aperçu qu'il y avait des malhonnêtes chez les flics, qu'il y avait des gens honnêtes chez les voyous, qu'il y avait des gens pourris chez les riches et des gens merveilleux et lumineux chez les pauvres. Donc tout ça, ça m'a aidé à avancer et puis ça m'a conforté dans le fait que je suis un homme avant d'être un policier. En pointant du doigt des situations éternelles, où chaque génération peut se reconnaître, Les Misérables proposent une lecture moderne du monde. N'est-ce pas là une définition possible du chef-d'œuvre? Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. J'ai fini ce matin 19 mai 1862 à 10 h la révision totale des Misérables.